La chance que j'ai, c'est que je reçois la formation pleine et entière. L'information pleine et entière. C'est comme dans un rêve, quand on rentre dans une pièce, on voit un protagoniste et on sait tout ce qui le concerne, d'où il vient, ce qu'il attend de nous, etc., avant même qu'on dialogue avec cet individu dans le rêve. Eh bien, c'est du même ordre, en fait. L'information, elle arrive entière, ciselée, et elle est porteuse de tout ce qui la concerne. Et ça n'est pas mon cerveau qui a à traduire de manière linéaire son histoire de vie, par exemple. Toute l'information est là immédiatement dans l'instant. C'est ce que j'appelle la conscience de l'immédiateté. Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour un nouvel épisode interview durant laquelle j'ai eu le plaisir de recevoir Céline Tadiotto. Céline a plusieurs cordes à son arc, mais elle pratique entre autres et enseigne également ce qu'elle appelle la lecture du corps. Elle va nous parler de son parcours, de ses approches, de la transmission de son savoir, élément clé pour elle qui a notamment pris la forme de l'ouverture d'une école de médium, l'école Aqua Divina à Genève, en collaboration avec Begonia Favre-Gonzalo. Je remercie sincèrement Céline pour la qualité de nos échanges, mais aussi et surtout pour sa bienveillance et son authenticité. Je vous remercie également, vous tous, pour votre écoute fidèle, et je vous souhaite une très belle écoute. Alors Céline, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter à eux ? Oui, alors j'ai toujours un peu de mal à me présenter parce que c'est difficile en fait de nous réduire à une présentation. Ça dépend des contextes, ça dépend de tes questions, de ce dont on va parler, mais en gros, j'ai abordé le monde de manière assez catastrophique, on va dire. D'accord, je suis née morte. Et en régression, j'ai pu identifier que c'était la première NDE que j'ai faite. Donc j'ai toujours été amenée à grandir dans un monde où je voyais beaucoup de choses. J'étais pas tout à fait sûre que ceux qui m'entouraient voyaient les mêmes choses. Et puis j'avais une lecture du monde comme si je vivais dans un rêve. Et je savais jamais si je me réveillais d'un rêve ou si je m'endormais pour aller vivre la nuit, vois-tu. Voilà. Et donc, tout mon chemin, en fait, a été imprégné par cette première arrivée. Et je me suis formée, j'ai toujours eu un automatisme d'aide très important, ou un altruisme, si tu veux, mais mon analyse me montre aussi que c'est un automatisme d'aide. Et donc, je me suis formée à la naturopathie, je me suis formée en tant qu'infirmière, parce que je voulais savoir comment ça se passait derrière le décor. Je me suis formée à l'énergétique également, et puis au transgénérationnel, à la psychanalyse transgénérationnelle. Voilà. Et au fur et à mesure de ma pratique, au fur et à mesure des années, au cours des années, en fait, j'ai pu constater que je recevais beaucoup d'informations sur les personnes qui étaient assises en face de moi. Donc, des informations déjà au travers de leur posture et de leur corps, mais aussi beaucoup de choses que j'entendais ou des scènes que je pouvais voir et qui émanaient du champ autour d'eux. Alors j'ai appelé ça la guidance parce que c'est un terme que tout le monde peut comprendre, mais je ne saurais pas forcément expliquer de manière très précise qui parle dans ces moments-là. J'ai pu constater que c'était à la fois des ancêtres, ça peut être aussi des conseillers, parce que parfois je suis amenée à parler de sujets que j'ignore, dont je connais rien du tout. Et donc je les appelle les conseillers. Alors je me trouve à parler de mécanique ou de choses très précises qui m'échappent complètement. Et puis aussi les sous-personnalités d'un individu qui viennent s'exprimer et donner leur point de vue. Mais surtout, j'ai été invitée à donner la parole au soi supérieur de l'individu et à retransmettre à la personne qui me consulte ce que son plus grand potentiel, son être, son âme, après on va chacun utiliser probablement des termes différents, essayait de lui faire entendre pour que puisse se manifester le plus grand potentiel de la personne. Et quand tu reçois ces informations,
est-ce que ça suppose de ta part une démarche? C'est-à-dire, est-ce que ça suppose une concentration particulière sur la personne en question? Ou est-ce que simplement ça coule comme ça, naturellement? Oui, ça coule naturellement. Ça va être sous forme de scènes qui se montrent, d'insights, c'est-à-dire de prise de conscience de quelque chose la concernant, dont je lui fais part. En fait, je garde rien pour moi. Je suis dans un flot de paroles où je transmets tout ce qui vient. Donc oui, c'est fluide. J'ai pas besoin de me mettre dans un état particulier. Et ça, c'est venu d'un coup, d'un seul? Ou quelque part, ça a toujours été latent depuis ta tendre enfance? Tu vois, cette capacité quelque part à se connecter à la personne? Ça a toujours été latent. Je pense que ça vient d'une grande empathie. Je pense que c'est un processus empathique et parfois, j'ai pas toujours utilisé les mêmes termes en fonction des périodes de ma vie, mais je disais que j'avais la capacité de jumper dans la personne, c'est-à-dire de sauter dans la personne et de recevoir en fait l'information qui la concernait. Donc ça s'est bien évidemment affiné avec le temps, hein, mais ça a toujours été latent. Parce que j'imagine, enfin, de là où je me pose, moi, j'imagine que ça fonctionne un peu comme un code, c'est-à-dire que tu as tes propres perceptions ou tes propres images qui veulent dire des choses par rapport à la personne qui vient, ou c'est vraiment très, 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 très facile parce que quelque part, bah, c'est des images qui te parlent tout de suite ou qui parlent à la personne. Enfin, tu vois, comment ça fonctionne? Est-ce que Mhm. c'est ton fonctionnement ou c'est des choses qui vraiment parlent tout de suite à la personne? Alors, ça parle tout de suite à la personne, mais bien évidemment, je pense que ça passe à travers mon filtre. Par exemple, j'ai observé que l'information, alors je suis très ouverte à la notion de champ informationnel, d'accord? Donc l'information, elle va utiliser mon propre champ lexical pour pouvoir s'adresser à la personne qui est en face. Cependant, il arrive fréquemment que j'utilise des expressions ou un petit mot, tu sais, nos parents, par exemple, nous appellent avec un petit nom que le reste du monde n'utilise pas. Bon, ben voilà, cette information, elle peut venir, par exemple. Et ça fait pas partie de mon champ lexical. Donc, je pense que c'est un mix des deux. Et dans ces informations, est-ce qu'il y a parfois des informations que tu te refuses à transmettre, tu vois, enfin, ou est-ce qu'on te donne des informations qui sont parfois compliquées pour les personnes? Alors, on me donne très souvent des informations qui sont compliquées pour la personne. Et là, ma formation en psychanalyse transgénérationnelle et puis l'expérience aussi, hein, en tant que thérapeute, je suis maintenant thérapeute depuis plus de 30 ans, font que vraiment j'aborde tous les sujets. Et c'est vrai que une grande partie de ma pratique, elle est basée sur la levée des secrets, des tabous, des tromperies. Donc non, en aucun cas je vais retenir l'information qui est donnée. Par contre, bien évidemment, je vais prendre des pincettes, je vais aborder l'information et c'est là que j'ai une chance inouïe parce que le fait de me donner à baigner dans l'énergie de l'autre personne, si tu veux, eh bien, je vais m'adapter à sa possibilité d'entendre les choses. Donc, je vais les lui amener avec exactement la signature énergétique qui convient à la manière dont il est structuré. Et ouais. Et tu disais tout à l'heure que ceux qui te transmettent l'information, tu as du mal à les identifier. Ça veut dire que quelque part, jamais tu ne vas visualiser un être ou une énergie qui va te transmettre cette information. C'est quelque chose qui descend et finalement, peu importe qui transmet l'information. Non, je peux visualiser ces énergies, ces signatures énergétiques, tu vois. Je vais pas forcément utiliser le terme de personne, hein, notamment parce que, en fait, c'est le champ informationnel de l'individu qui va prendre différentes formes, différents fuseaux, si tu veux, pour pouvoir s'exprimer. Alors, si je vois arriver le client avec son grand-père, par exemple, eh bien, est-ce que c'est le grand-père que je suis en train de voir ou est-ce que c'est l'information grand-père dans son champ à elle? À cet endroit-là, je pense qu'il faut qu'on soit, qu'on fasse attention en fait à la manière dont on décrit les choses parce que je suis comme
tout le monde, et donc je n'ai pas la science complète de ce qui s'agit là. Et par exemple, tu vois, je me dis, mettons que la personne, elle arrive en face de toi et qu'effectivement, il y ait son grand-père qui soit dans les parages, entre guillemets. euh, Peut-être que le niveau de conscience de son grand-père, tel qu'il est sur le plan qui le concerne, fait que ces informations, elles sont très subjectives. Donc, ce qui va lui donner, ce qui va lui transmettre, c'est sa vision à lui, mais c'est peut-être pas, tu vois, extrêmement pertinent. Euh, Comment est-ce qu'on fait la part des choses? En fait, c'est pour ça que je fais vraiment attention. Je suis en train de chercher le terme pour dire faire attention, mais oui, c'est pour cette raison que je ne dis pas c'est comme ci ou c'est comme ça. Parce que, si tu veux, il y a plusieurs formes de médiumnité, d'accord? Et moi, je n'exerce pas véritablement la médiumnité avec les défunts. D'accord. D'accord? C'est plutôt de la médiumnité psychique, c'est-à-dire la médiumnité avec les défunts, elle pourrait être verticale. Les personnes décédées, on imagine ça, hein, d'accord, seraient au-dessus de nous et laisseraient descendre de l'information au travers de nous. La médiumnité psychique, elle est plutôt dans un rapport diamétral avec l'individu qui vient, et ça va plutôt être les informations qui émanent d'elle. Donc pour moi, c'est plutôt l'information grand-père au travers d'elle qui s'exprime. Et avec ce regard, si tu veux, bien sûr, ça va être toujours subjectif puisque c'est le sujet qui laisse passer de l'information, mais c'est très objectif dans le sens où ça l'amène toujours à aller vers l'avant, à aller vers son propre développement, vers l'expression de son plus grand potentiel. Donc, je n'ai pas tant à transmettre des histoires qui se sont passées, bien que mon travail en transgénérationnel soit vraiment basé sur tout ce qui s'est passé dans une famille, par exemple. C'est plutôt depuis la cristallisation grand-père dans cette personne, voilà les conseils qui lui sont donnés, par exemple, pour tirer des enseignements de la vie de cet individu. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ou bien des conseils qui lui sont donnés parce que cet individu, donc cette capsule contenue dans le champ informationnel de la personne, est à même de lui donner un conseil d'expertise. Donc je saurais pas te dire, c'est pas véritablement de l'ordre d'une personnalité. C'est pas la persona, c'est plutôt le soi de la guidance qui s'exprime. Et d'un point de vue, tu parlais tout à l'heure de signature énergétique, signature vibratoire, toi, tu sens qu'on est dans une signature qui est le soi supérieur. Euh, Est-ce que parfois, ça peut arriver d'avoir, tu sais, et je pense que c'est la question des personnes qui se forment notamment à tout ça, d'être biaisées dans l'information qui est transmise, peut-être qu'elle vienne des sources qui ne seraient pas forcément très bienveillantes. Non, ça m'arrive pas du tout. C'est pas du tout mon champ de conscience en fait. Non, c'est pas de cet ordre parce qu'à nouveau, c'est pas des personnalités. Vois-tu, c'est de l'information qui vient et qui va prendre différentes signatures énergétiques. Alors, je vais peut-être préciser, si tu veux, ce que j'appelle signature énergétique. Tu vois, si tu vas te promener au bord du Rhône, par exemple, ce fleuve dégage une ambiance qui est particulière. Et puis si tu remontes le Rhône, tu traverses Genève et tu es au bord du lac Léman. C'est toujours le Rhône, mais ce lac, il dégage une ambiance qui est très différente de celle du fleuve qu'on va avoir dans toute la vallée du Rhône. Et c'est ces différences-là que j'appelle la signature énergétique. C'est l'ambiance, si tu veux, de quelque chose qui s'exprime. Oui, c'est quelque chose de très subtil finalement, c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on ne sait pas forcément expliquer, mais qu'on ressent, c'est ça? Oui, c'est ça. Euh, la chance que j'ai, c'est que je reçois la formation pleine et entière. L'information pleine et entière. C'est comme dans un rêve, quand on rentre dans une pièce, on voit un protagoniste et on sait tout ce qu'il concerne, d'où il vient, ce qu'il attend de nous, etc., avant même qu'on dialogue avec cet individu dans le rêve. Eh bien, c'est du même ordre, en fait. L'information, elle arrive entière, ciselée, et elle est porteuse de tout ce qui la concerne. Et ça n'est pas mon cerveau qui a à traduire de manière linéaire
son histoire de vie, par exemple, toute l'information est là immédiatement dans l'instant. C'est ce que j'appelle la conscience de l'immédiateté. Tu le disais tout à l'heure, tu as du coup une belle expérience en tant que thérapeute. En 30 ans, qu'est-ce qui a évolué dans tes perceptions, dans la manière de percevoir, ou peut-être même dans la manière de retransmettre? Mmh, j'espère que c'est pas trop complexe la manière dont j'exprime tout ça, parce que c'est pas très facile en fait à verbaliser. Ce qui a évolué au cours du temps, c'est que avant, par exemple, je pouvais poser, enfin au départ de ma pratique, je pouvais poser mes mains sur un individu dans un soin de Jinshin Jutsu, par exemple, et puis je voyais une barque avec une ligne et la tentative de pêcher un poisson. L'information s'arrêtait là. Et donc mon travail consistait à dire: «Est-ce que ça vous évoque quelque chose, la pêche, est-ce que» et puis bon, comme je ressens aussi l'ambiance de la scène qui se montre à moi, je pouvais lui dire: «Voilà, je sens que c'est apaisant». Et j'évoque ça parce que c'est une anecdote que j'ai véritablement vécue, et la dame qui avait 80 ans me dit: «Ah oui, j'ai toujours adoré la pêche, c'est l'endroit où je me détends». Et voilà, donc je recevais cette information, si tu veux, ponctuellement par des bribes, et je devais cheminer avec elle pour comprendre ce dont il s'agissait. Aujourd'hui, l'information, elle est beaucoup plus complète, c'est-à-dire je vais voir la scène, la barque avec le poisson et la ligne, et puis je vais ressentir l'apaisement et je vais recevoir l'information. Il serait bon qu'elle aille plus souvent au bord d'une rivière, comme lorsqu'elle allait pêcher quand elle était enfant. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus complet. Ça c'est vraiment affiné. Et ça, c'est la pratique? Oui, c'est la pratique. C'est clairement la pratique. Après, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui arrivent dès le début, hein, qui arrivent spontanément parce on est tous doués différemment en fait. Mais très clairement, pour moi, le fait d'avoir vu, touché et écouté des milliers de corps ont affiné ma capacité à entendre. Est-ce que justement, selon toi, on a tous, quelque part, à plus ou moins dormant, cette capacité, quelque part, à capter des informations, ce fameux champ informationnel? Oui, 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 je pense vraiment que ça fait partie des capacités humaines. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de l'enseigner. Alors j'ai appelé ça la lecture du corps, mais bien sûr c'est très vaste, c'est un grand éventail de capacités, mais quand on entend certains scientifiques qui disent qu'on n'utilise que 9,52% de notre cerveau, ça ne veut pas dire que tout le reste dort, c'est juste que les zones que l'on va utiliser sont pas toujours les mêmes. Et je pense vraiment qu'on a des capacités bien au-delà de ce qu'on utilise. Certaines capacités, comme la télépathie, on les a laissées entrer en jachère, en fait, du fait de ne plus les utiliser. Et alors, selon toi, c'est quoi la clé, et toi qui l'enseignes justement, c'est quoi la clé pour arriver à passer à l'étape d'après, quoi, se reconnecter à tout ça? C'est de se pousser. C'est-à-dire qu'en fait, on se met en travers de l'information parce qu'on pense être quelqu'un d'important et d'avoir quelque chose, nous, à dire au patient parce qu'on pense ceci ou cela de lui, etc. Alors qu'en fait, dans ma pratique, plus je me pousse, plus je suis neutre et plus l'information arrive de manière claire, si tu veux. Claire en termes de clairaudience, clairsentience, etc. Donc je pense que c'est ça la clé, c'est de se pousser. Mais c'est presque, voilà, c'est pas contre-intuitif, mais ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris à faire, en fait, à être. Qu'est-ce que tu veux dire par contre-intuitif? Bah, tu sais, on nous apprend depuis le plus jeune âge, dans le conditionnement qu'on subit, entre guillemets, à être toujours dans une analyse, dans le mental, tu vois, c'est difficile de s'extraire de ça. Oui, c'est difficile. En fait,
pour moi, tu sais, on a deux hémisphères et l'hémisphère droit, tu sais, cet hémisphère que l'on dit être intuitif, créatif, etc. C'est pour moi la conscience de l'immédiateté. C'est ce que j'exprimais tout à l'heure, comme quand on est dans un rêve et qu'on a toute l'info d'un coup. Et l'hémisphère gauche, que l'on dit souvent être rationnel et un peu ronchon, à vouloir tout analyser, c'est plutôt la conscience de l'expérience. Et en fait, c'est pas que l'un est bien ou l'autre est meilleur que le premier, c'est que on serait beaucoup plus compétent en termes relationnels également, si on fonctionnait avec les deux hémisphères de manière équilibrée. Et lorsque je reçois quelqu'un, lorsque je fais mon travail, c'est à la fois mon expérience, mon champ lexical, mon propre vécu qui va travailler, ça c'est mon hémisphère gauche, et puis aussi l'hémisphère droit qui va être dans l'instant, juste maintenant, quelle est l'entière charge d'information qui s'exprime. Ok. Euh, du coup, donc tu formes à cet outil que tu as développé. Euh, Est-ce qu'on peut dire que on peut arriver, enfin, toutes les personnes qui viennent te voir peuvent arriver quelque part à faire ce que tu fais de la même manière? Oui, absolument, je pense. Après, si tu veux, c'est comme pour le chant, hein. On peut tous chanter sous la douche, dans la cuisine, etc. Et puis certaines personnes vont naître avec une très belle voix, une grande capacité à entendre les différentes sonorités, les demi-tons, etc. Mais pour peu qu'on soit pourvu de cordes vocales, on est tous dans la capacité de parler. Eh bien, c'est du même ordre en fait. On traverse tous le monde avec notre expérience et notre conscience, et on est tous doués de conscience. Après, on l'utilise plus ou moins. Et ouais. Mais parce que tu vois, moi j'avais souvent en tête que, bah, quelque part avant de s'incarner, on écrit notre feuille de route, la programmation de des expériences qu'on a souhaité vivre dans cette incarnation. Et bah, pour certains d'entre nous, il y a de la médiumnité dans ce qu'on a souhaité vivre. Mais si c'est pas le cas, bah, va falloir ramer, quoi. Alors, à nouveau, pour moi, il y a vraiment différentes médiumnités. D'accord? Donc, la médiumnité, par exemple, avec les défunts, eh bien, euh, Ben Alexander, par exemple, dans le paradis perdu. C'est un scientifique spécialisé en neurologie qui a eu à vivre une expérience de traumatologie au niveau du cerveau, et il s'est rendu compte que lorsque la zone qui était juste au niveau de la tempe droite était activée, alors il avait un accès par exemple au divin et une spontanéité intuitive qu'il n'imaginait même pas dans sa pratique avant d'avoir cette pathologie. Eh bien, je pense que oui, on a une feuille de route, je suis entièrement d'accord avec toi. On s'est prévu des jalons à expérimenter. Cependant, on a tous un hémisphère droit et on a tous une zone temporale. Et par exemple, dans ma pratique méditative, eh bien, je l'active cette zone. Vois-tu? J'y mets de l'attention et j'essaye de pousser ce qui peut encombrer, de nettoyer cette zone. Donc, ça ne va pas m'empêcher d'avoir les jalons que j'avais prévus dans ma feuille de route, mais je peux vivre ma vie avec une échelle plus ou moins élevée de ce que je m'étais prévu à vivre. Donc pour moi, c'est plutôt de cet ordre. Tout à l'heure, tu as dit que bon, tu as eu un départ assez chaotique dans la vie, et tu as parlé de NDE. Tu as fait d'autres NDE ensuite? Oui, j'ai fait plusieurs NDE et c'est vrai avec toutes les études qu'on peut lire sur le sujet, probablement que ça a soutenu et aidé cet aspect-là en moi à se développer. Après, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que j'avais mis ça sur ma feuille de route justement pour Probablement. acquérir, voilà, pour acquérir les capacités à pouvoir retransmettre et aider des personnes à développer ça? C'est tout à fait possible. Justement, toi qui as du coup accès à ces informations, est-ce que tu connais ta feuille de route? Non, je connais pas ma feuille de route. Je connais très bien ma feuille de route passée.
et je suis complètement folle d'avoir choisi un contrat aussi lourd. Je sais pas du tout ce qui m'attend. Ce que j'ai expérimenté et senti, c'est qu'on peut quand même remettre en question sa feuille de route. Certains éléments, alors moi je te parle là depuis le niveau de la personnalité. Probablement que mon être avant de s'incarner s'est dit mais si, ça va le faire, tu vas passer, ouais, ça va le faire, ça va être un peu compliqué, mais regarde, on te met telle et telle personne Tu l'as déjà ressource. fait. Ouais, c'est ça, ou bien voilà, on sera là, t'inquiète pas. Bon, cependant, je pense que, par exemple, ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est vraiment qu'il est collectivement nécessaire qu'on sorte de la notion du corps de souffrance. On vit énormément dans le drame. On se, on se, on se prévoit des vies de fous, en fait. Et je doute de plus en plus que le chemin d'évolution dépende de la quantité d'expériences difficiles et douloureuses qu'on a à traverser. Je pense que collectivement, on a été très, très entraînés à voir qu'il faut souffrir pour être belle, que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Vois-tu, toutes ces phrases qu'on utilise et qui, en fait, légitiment le fait de souffrir. Et je pense qu'à cet endroit-là, c'est ce qui nous maintient en 3D. Je suis en train d'écrire un troisième livre qui est vraiment là-dessus, comment sortir de la dépendance au corps de souffrance. Et qu'est-ce qui fait qu'on est tout le temps obnubilé par tout ce qui va pas et ce qui est difficile. Et honnêtement, quand on regarde nos feuilles de route, on a plutôt tendance à regarder les épreuves qu'on a posées plutôt que les points lumineux, les éveils de conscience, les éveils spirituels qu'on s'est offerts en fait. Alors qu'est-ce qui explique ça justement? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'aller plutôt se remémorer les souffrances par lesquelles on est passé? Je pense que c'est parce que collectivement, on est programmé comme ça. On nourrit ça. Regarde, imagine le nombre de téléspectateurs qui chaque jour, à la même heure, sur le même fuseau horaire, regardent 95% d'horreur au journal télévisé pour 5% de «Oh, c'est chouette d'être sur cette planète». D'ailleurs, c'est vrai que quand tu fais l'exercice de ne plus regarder le journal télévisé et que longtemps après tu re-regardes, tu te dis mais c'est pas possible d'ingurgiter autant de mauvaises nouvelles. Enfin, c'est extrêmement contre-productif pour le coup. Oui, complètement. Complètement. Et puis du coup, ça crée un égrégore collectif de pensée ou une conscience collective, comme dirait Jung, qui est très très appesantie, en fait. Donc, quand tu demandais tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir accéder à ces informations, je crois que c'est aussi ça que je veux dire quand je dis il faut se pousser. Il faut aussi s'alléger. Alors, ça veut pas dire ne plus s'occuper de ce qui va pas sur la planète. Rien que mon job, c'est pas le cas. J'entends la misère du monde toute la journée, vois-tu. Mais par contre, de garder un cœur qui soit neuf, qui puisse s'émouvoir, hein, d'être plus près de notre sensibilité douce, en fait. Ça aide beaucoup. Ouais. Et peut-être que finalement, c'est aussi l'une des expériences qu'on vient vivre sur cette terre, c'est-à-dire de se dire, ok, ce champ d'incarnation, c'est aussi l'épreuve de la souffrance et de comment je vais regarder cette souffrance différemment pour m'en extraire. Oui, peut-être. Peut-être. Oui, c'est vrai. Mais ça m'intéresse, je suis plus intéressée maintenant par les témoignages de concorde, la capacité à essayer de s'ouvrir à l'amour inconditionnel, le fait de la solidarité, par exemple, qu'elle soit familiale ou relationnelle. Enfin, c'est des notions qui nous portent et qui vont pas enlever les épreuves, mais qui nous les font traverser de manière, ben, on sort du punching ball attitude, quoi. Dans ton parcours, il y a, au-delà de toutes ces perceptions et l'aide que tu peux apporter aux gens, il y a aussi cette notion de transmission qui est hyper importante, qui est vraiment, qui jalonne ton parcours. Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est aussi important pour toi? Peut-être que c'est le fait d'avoir frôlé la mort plusieurs fois,
c'est possible. C'est vraiment important pour moi de retransmettre tout ce que je sais, de donner sans retenue tout ce que j'ai compris pour que d'autres puissent prendre la relève. Parce qu'en fait, si je pars avec le peu que j'ai défriché moi dans ma petite vie, c'est dommage. D'autres vont avoir à redéfricher la même zone alors qu'en fait, je me suis tapé le boulot. Donc, autant retransmettre le plus possible la totalité de ma compréhension de comment on peut accéder à ces capacités ou comment on peut développer notre plus grand potentiel pour que ça continue à vivre, en fait. Je je viens pas là pour le posséder. Bien sûr que j'ai conscience d'avoir de la chance, d'avoir ces capacités. Mais si honnêtement, si toute la population pouvait s'ouvrir de cette manière, avec cette capacité à lire le champ informationnel, d'abord il y a beaucoup moins de place pour le mensonge, donc les relations sont plus directes, plus claires, plus saines. On gagnerait énormément en évolution sur la planète, parce qu'on va un petit peu lentement quand même, hein. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on va si lentement, à ton avis? Je pense que ce qui va si lentement, c'est plusieurs éléments. C'est les secrets, notamment les secrets de famille. Alors là, on voit l'influence de l'analyse transgénérationnelle dans mon parcours. Les secrets de famille, les tabous, les non-dits. Ça ralentit énormément l'évolution humaine parce que du coup, on laisse une trace pathologique qui va être à soigner, nettoyer et guérir dans les générations suivantes. Et l'autre chose, c'est que ces fameux secrets, ces tabous et ces non-dits, eux, ils existent parce que on passe notre temps à juger de si c'est bien ou pas, comment machin il a fait, et puis qu'un tel, elle a couché avec truc, et on passe notre temps à avoir une idée et une opinion sur la manière dont les uns et les autres devraient se comporter. Si bien que la personne qui vit une situation un peu délicate à raconter, elle ose pas le faire parce qu'elle va être fusillée par le jugement environnant. Donc ces deux aspects d'une même histoire, ces deux aspects en fait font que rien ne se raconte, donc on apprend assez peu de nos erreurs génération après génération, et donc on complique la situation au lieu de véritablement l'alléger. Ce que j'ai reçu des ancêtres, le livre que je suis en train d'écrire, c'est sur les enseignements que nous donnent les ancêtres et les grands ancêtres, c'est qu'ils disent comment pouvez-vous être les meilleurs ancêtres de demain possible. C'est génial. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour être le meilleur ancêtre possible? En évitant de laisser des casseroles derrière nous. Alors, pas véritablement les casseroles de nos vies, tu vois, on vit des ruptures, des fois on blesse un tel, et, on fait des conneries tout simplement, je sais pas si je peux dire ce mot-là à l'antenne, mais et bon, ça fait partie du fait qu'on est un peu des enfants, quoi, en tant qu'être humain. Mais par contre, si on s'autorisait à transmettre les enseignements qu'on a retirés de notre vie de manière très franche, très crue, voilà ce que j'ai fait, et ça en fait c'est une mauvaise idée parce que ça a entraîné beaucoup de souffrance, de le transmettre à nos descendants plutôt que de faire croire tout le temps qu'on est hyper géniaux et qu'on a tout réussi et tout compris. Eh bien, ça permettrait d'être des ancêtres de demain beaucoup plus efficaces. J'ai l'impression quand même que de ce côté-là, il y a une sorte de prise de conscience qui commence tu vois, arriver. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais même la conscience écologique, en fait, si on la regarde, eh bien, on met quand même du temps. On sait ce qu'il faut faire et puis on traîne la patte. Voilà. Donc, en fait, ce serait un peu de se saisir et de se bouger les fesses. Ok. Je reviens à cette notion de transmission. Donc, tu as dans ton parcours relativement récemment démarré une école pour justement aider les gens à travailler sur leur médiumnité. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors cette école, c'est l'école Aqua Divina à Genève.
Et en fait, j'avais déjà commencé à retransmettre la lecture du corps auparavant, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et quand je suis arrivée pour travailler à Genève, j'ai rencontré une médium qui s'appelle Begonia Favre-Gonzalo, et j'ai décidé de m'associer avec elle pour qu'elle puisse justement apporter cette expertise et ses compétences. C'est une très très bonne pédagogue euh, pour arriver à débloquer la médiumnité chez les individus. Et alors, j'essayais moi-même de le retransmettre avant, mais on ne peut pas être compétent partout. Et c'est évident pour moi qu'elle est beaucoup plus compétente que moi pour aider les individus à développer ça. Donc, d'amener nos deux expertises, moi qui retransmets la lecture du corps avec aussi les aspects anatomiques, énergétiques, les différents niveaux de conscience qu'il y a à l'intérieur de nous, les portes d'intelligence du corps, toutes ces choses-là, et puis sa capacité à amener des petits exercices pour pratiquer l'ouverture à une intuition fine. La dernière promotion, ça a juste été un feu d'artifice. C'était absolument magnifique, en fait. C'est-à-dire en termes de résultats, c'est ça? En termes de résultats, oui, oui, absolument. Parce que du coup, d'avoir nos deux accompagnements, nos deux personnalités également, eh bien, ça leur a permis d'avoir des prises de conscience phénoménales sur leur capacité personnelle. Et puis, je dois quand même ajouter qu'on a à cœur, l'une et l'autre, donc Bégonia et moi-même, de ne pas transmettre des protocoles figés qui pourraient venir du 19e siècle, ou voilà, mais véritablement à soutenir chaque individu de manière très particulière à ce qu'il développe l'outil qu'il est lui-même. Parce que finalement, il y a autant de médiumnité qui existe qu'il y a d'individus. Et ça c'est vraiment très précieux. C'est ce qui nous tient. Mais du coup, ça doit être compliqué de se dire, ok, je te forme à quelque chose, à une médiumnité, mais en fait, je peux pas te former réellement à ton outil, puisque ton outil c'est le tien et c'est pas le mien. Non, c'est pas compliqué. Ça demande d'être très attentif à nos élèves et d'écouter la manière dont ils expriment que viennent leurs perceptions. Certains vont voir des choses, d'autres vont avoir par exemple le souvenir d'expériences qui leur sont propres, d'autres vont avoir des sensations corporelles de ce qui se passe dans le corps de l'autre, etc. Donc c'est d'être véritablement attentif avec beaucoup d'amour et de justesse à tout ce qui s'exprime au travers de cet individu pour l'accompagner à développer qui il est. En fait, c'est l'équivalent d'une séance, mais donc de développement du plus grand potentiel d'un individu, mais au regard d'une classe entière. Et oui. Et donc dans cette formation, toi tu interviens sur la lecture du corps, je comprends, entre autres. Dans cette fameuse lecture du corps, là, j'aimerais bien y revenir parce que c'est quelque chose qui je trouve passionnant. Tu as dit que on pouvait récupérer des informations qui sont vraiment sur différents champs. Donc je comprends qu'il y a les informations du corps physique, probablement, et des différents corps énergétiques, c'est ça? Oui, alors je vais essayer d'expliquer un peu plus concrètement. Ma base, par exemple, de naturopathie, eh bien, elle fait que je vais recevoir des informations qui vont être de l'ordre de telle plante, telle huile essentielle, ou bien le régime alimentaire de la personne, son hygiène de vie, etc. Après, il y a une très grande base à tout mon travail, c'est le Jin Shin Jutsu. Le Jin Shin Jutsu, c'est un art japonais de soins. C'est l'ancêtre de l'acupuncture. Et au travers du Jin Shin Jutsu, on peut écouter, en posant nos mains sur le corps, 52 portes d'intelligence. D'accord? Et chacune de ces portes, elle s'exprime à différents niveaux. Elle va s'exprimer au niveau des muscles, des os, du sang, de la peau superficielle, de la peau profonde, etc. Donc, rien que ça, c'est déjà tout un ensemble d'informations. Et je peux t'assurer que quand les élèves tombent là-dedans, mais ils ont des yeux qui pétillent parce que c'est un univers magnifique qui s'ouvre là. Après, il va y avoir tout le champ de l'analyse, de la psychanalyse et de
thérapie et psychothérapie, où on va avoir des schémas psychiques d'individus qui s'expriment. Mais l'avantage des compétences en médiumnité, c'est qu'on reçoit aussi les outils pour les aider à traverser les blocages, par exemple, dans lesquels ils sont. Donc, tous ces éléments ensemble font qu'on aborde un champ qui va être véritablement holistique de l'individu. Et le fait de le recevoir en perception psychique, en intuition, alors les Américains osent utiliser des termes qu'on n'a pas le droit d'utiliser chez nous, par exemple intuition médicale, être médical médium, la médiumnité transgénérationnelle. Alors voilà, tous ces termes-là, ben, on est un petit peu sclérosé. Chez nous, on n'ose pas tellement ouvrir ces champs-là. Mais d'accompagner un individu à développer ça, moi je peux voir des élèves qui développent des compétences que je n'ai pas du tout. Et ça, c'est magnifique. J'adore. Mais oui. Oui, tu te dis que bon, c'était utile. Mais oui, oui, oui. Certains, ça va passer au travers de l'art, par exemple, Eh oui. ou de la mécanique. Je me souviens d'un homme qui avait la capacité à comprendre le fonctionnement d'un corps, parce que dès qu'il se retrouvait devant un individu, il était dans une voiture comme s'il était en train de regarder un moteur. Et donc il savait que c'était telle partie, alors moi j'y connais rien, mais rien du tout. Et du coup, il lui suffisait de le transposer en termes de corps humain ou de fonctionnement dans la dynamique d'un individu. Si les freins étaient trop serrés, alors il pouvait retransmettre à la personne que peut-être dans sa vie, elle était en train de freiner des cas de fer face à une expérience qui l'attendait, par exemple. Au-delà de tout ce que tout ce que vous pouvez toutes les deux transmettre dans cette formation, j'imagine que l'ouverture à la médiumnité, c'est aussi une ouverture à être beaucoup plus dans l'instant présent. Oui, ça pourrait être une façon de le dire. C'est peut-être ce que je veux dire quand je veux dire il faut se pousser. C'est surtout le fait de se mettre un peu au vestiaire. Mais de manière générale, c'est-à-dire que dans sa vie, au-delà de quand on veut se connecter à un tel ou un tel, c'est aussi une manière de vivre un peu différemment en fait. Oui, c'est une manière de vivre un peu différemment, mais pour moi, l'instant présent, il est très large parce que tu vois, il y a l'instant présent de nous deux en train d'échanger là, et puis cette semaine, eh ben, c'est l'instant présent dans ma vie, et en fait, cette année 2023, c'est l'instant présent et à l'échelle de l'histoire de l'humanité. En fait, ce siècle, c'est l'instant présent. Donc, la notion d'instant présent, je pense qu'elle peut véritablement être comme une respiration. Elle est pas seulement juste maintenant. Mais je ne sais pas pourquoi il faut que j'insiste autant dans ce que je suis en train d'échanger avec toi. C'est le fait de ne pas interférer, de se pousser le maximum pour laisser passer l'information. Je me souviens je crois que c'est Archifir Lamdir, un Amérindien qui a écrit Élan Noir. Et il dit que l'homme médecine, c'est un os creux. D'accord? Comme une flûte, en fait, comme un os, comme un tube. Et c'est vrai, Comme un tube, un canal, quoi. voilà, c'est vraiment ça. C'est plutôt de ne pas interférer en étant celui qui sait, alors que l'information essaye de s'écouler. C'est vraiment juste d'être celui qui transmet. Et ouais. Eh bien, c'est très intéressant. Euh, Céline, je vais te remercier de ce temps passé ensemble et de ces informations vraiment passionnantes. J'aimerais te poser deux questions avant qu'on se quitte. La première, est-ce que dans ton parcours, il y a des auteurs ou des ouvrages ou même des personnes qui ont eu une importance particulière et que tu peux conseiller à nos auditeurs? Oui, j'ai un ami qui vit en Australie maintenant, c'est Michael Rhodes, l'auteur Michael Rhodes, qui a écrit beaucoup, beaucoup de livres et lui, son parcours a commencé parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait dialoguer avec la nature. Donc voilà, je conseille vraiment de lire les ouvrages de Michael Rhodes. Alors Rhodes, c'est R-O-A-D-S. Et puis moi, je suis une grande fan de Françoise Dolto. Elle a accompagné magnifiquement les enfants à les comprendre et je pense qu'elle avait des capacités perceptives très très fines pour même parvenir à dialoguer et à être comprise par des nourrissons.
Donc là, juste à l'instant, c'est ces deux auteurs-là qui me viennent à l'esprit. Eh ben, merci beaucoup. La dernière question, toi qui vois beaucoup de personnes qui sont sur ce chemin d'éveil au quotidien, comment ou plutôt quel conseil tu pourrais leur donner ou donner à une personne qui s'éveille à ce monde un peu invisible, au subtil? Comment est-ce qu'on aborde ce chemin de la manière la plus sereine possible? Alors, je vais aller comme souvent un peu contre le mouvement, c'est-à-dire qu'elle se laisse pas influencer. Dans le sens où chaque école va lui dire voilà comment c'est, puis les autres ils se trompent. Et en fait, l'école que possède cette personne qui s'éveille, c'est l'école de son soi, c'est l'école de son cœur. Et en fait, vraiment, s'il y a un conseil que je pourrais donner, c'est de toujours écouter au sein de son cœur, est-ce que la situation présente là maintenant, est-ce qu'elle me fait honneur? Est-ce qu'elle respecte ma dignité? Est-ce qu'elle nourrit mon plus grand potentiel? Et de cette manière, ça définit vraiment les petits cailloux du petit pousset qui sont à suivre pour se développer soi-même. Eh bien, c'est passionnant. Merci, merci encore à toi, Céline, c'était un vrai plaisir. Pour moi aussi, Xavier. Et merci à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle. Merci.